Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Je suis super content de revenir et de faire ce podcast. Aujourd'hui, je serai accompagné de Clean Sheet. Daniel, comment vas-tu? Salut Axel, ben écoute, ça va très très bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ben, c'est un peu le tien, étant donné que tu étais dans l'équipe avant moi. Donc, Ouais, il y donc a ça, très longtemps, il y a très longtemps. ouais, non, mais ça fait plaisir d'accueillir un ancien. Alors, pourquoi je t'ai invité? Parce que tu es fan de Brighton, mais aussi d'Arsenal. Et on va parler aujourd'hui du transfert de Leandro Trossard. Donc, on va savoir, enfin, moi, ma question, c'est, est-ce un bon choix ou un mauvais pour Arsenal? Donc, je pense que tu pourras nous expliquer, en tout cas, ta vision sur le sujet. Déjà, avant de commencer, présente-moi Clean Sheet, qui est ton podcast à toi. C'est par là que moi je t'ai connu. Alors, bah, Clean Sheet, c'est un projet qui a démarré il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Au départ, plutôt format écrit. Donc, il y a un site. Vous pouvez tout trouver dans ma description, dans la bio sur Twitter. Au départ, c'était plutôt des articles assez longs et pas tellement portés sur le jeu, pas sur la tactique, pas sur les joueurs, mais plutôt sur tous les à côté. Comment, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de bien dans les clubs qui marchent, tu vois, alors que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la politique de transfert. Voilà, plein de sujets un peu transverses dont on parle pas toujours beaucoup, sur des clubs dont on parle pas toujours beaucoup non plus. Donc, je parle pas de tout ce qui est Manchester City, PSG, etc. C'est suffisamment couvert par tout le monde. J'essaye de m'intéresser un peu à d'autres clubs. Assez rapidement, je suis passé, comme tu l'as dit, sur les podcasts. Au départ, toutes les semaines. Après, c'est devenu un peu plus espacé. Aujourd'hui, j'ai plus trop de dates là-dessus. C'est un peu quand je peux et quand j'ai quelque chose qui m'inspire. Et depuis quelques mois, je suis passé beaucoup sur Twitter, sur les threads, qui sont plus légers à lire que les articles. C'est vrai qu'ils étaient un peu longs. Et voilà, moi, je suis le premier aussi à avoir du mal à trouver soit du temps, soit la motive de lire un truc qui fait 10 pages. Donc, j'ai raccourci un peu. Et ça marche plutôt pas mal. Ça plaît aux gens. Et pareil, toujours sur la même idée directrice de clean sheet de ce que je faisais sur le site au départ, sur des clubs dont on parle pas beaucoup. Donc, j'ai écrit, par exemple, je sais pas, le directeur sportif du Sturm Graz en Autriche. J'ai écrit sur le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas. Voilà un peu ce que fait Clean Sheet. Je suis tout seul. Souvent, on me demande qui est qui, mais je suis tout seul derrière tout ça, ce qui explique aussi que je suis pas très régulier dans le fait de poster. Des fois, je poste beaucoup et puis après, des fois, pendant 1 mois ou 2 mois, tu entends plus parler de moi. Donc, voilà, c'est aussi un peu lié à ma vie professionnelle à côté. Ouais, ben c'est totalement ça. Si c'était pas ton métier de base, c'est normal que Non. tu sois pas, enfin, pas que tu sois pas focus, mais que tu Ah, il y a autre d'autres chose choses, à ouais. faire. Ouais, ouais, totalement. Euh, on va entrer dans le vif du sujet. Comment Trossard a été recruté au départ par Brighton? Alors, Leandro Trossard, c'est un transfert alors, j'ai fait un trade cette semaine justement sur la stratégie de transfert de Brighton et les marchés que le club arrive aujourd'hui à maîtriser avec un très gros taux de réussite par rapport à d'autres clubs anglais. Tu vois, par rapport à Everton, en gros, c'est l'inverse d'Everton. Tu vois, Everton, quand ils font un transfert, tu as 90% de chances que ça ne marche pas. Brighton, c'est un peu c'est méchant, mais pardon, mais c'est un peu le contraire. Euh, Dans le sens, c'est un cas un peu particulier dans le sens où il est arrivé assez tard. Il est arrivé à 24 ou 25 ans, alors que Brighton a plutôt l'habitude de recruter un tout petit peu plus jeune. Donc c'est un joueur qui était au bord de son prime, qui arrivait de Belgique, donc de Genk, très gros club formateur en Belgique. J'ai pas suivi moi à l'époque ce qu'il faisait en Belgique, donc je peux pas du tout parler de cette partie de sa carrière, mais je pense que c'est un joueur qui est arrivé un peu après pas là tout de suite la saison de la remontée en 2017, mais je crois 1 an ou 1 an et demi après. Et je pense que c'était un joueur dont Brighton aussi avait besoin en termes d'âge, d'expérience. Et c'est un joueur qui techniquement s'est très vite adapté, était très vite adaptable au système de Potter
par le fait qu'il soit quasiment ambidextre, hein, il peut jouer pied gauche, pied droit, quasiment de la même façon. Petit, technique, mobile, très intelligent dans le jeu en mouvement, dans les petits périmètres. Donc je pense que c'est tous ces aspects-là de son jeu qui ont attiré Brighton. C'était quand même un transfert d'à peu près 15 millions d'euros, donc pour un club comme Brighton, c'est quand même une belle somme. Et bah, il est resté au club pendant 4 ans, donc un joueur qui indubitablement a compté pour le club, qui l'a fait progresser. Le joueur lui-même a progressé puisqu'il est devenu ensuite, je ne sais pas s'il était déjà international belge avant son arrivée, je suis pas sûr, mais en tout cas aujourd'hui c'est un membre voilà certain de la sélection. Et je crois qu'il a su évoluer avec le club où le joueur qu'il est aujourd'hui n'est pas le joueur qu'il était quand il est arrivé. Donc ça a été une très belle progression pour lui et pour le club. Euh, tu as commencé à en parler. Comment était son adaptation? Est-ce qu'il a su s'adapter tout de suite au niveau de la première ligue? Parce qu'on sait que souvent, et c'est le problème avec les joueurs qu'on va chercher loin. D'ailleurs, tu vois, la dernière fois, je regardais une émission sur des joueurs du Pays-Bas qui cartonnaient Mhm. là-bas et quand ils arrivent en première ligue, ben, flop complètement. Et l'un des plus gros exemples, ça reste Memphis de paille ou même Bergwijn à Tottenham. Euh, Comment lui, il a pu s'adapter aussi bien et comment ça s'est passé son adaptation à Brighton? Alors, c'est pas quelque chose que j'aime faire de manière particulière, mais je vais prendre juste les stats. Sur sa première saison, en à peu près 40, je crois en 40 matchs ou en 30 matchs, je sais plus, il met 5 buts. Deuxième saison, 5 buts. Troisième saison, 8 buts. Là, cette saison-là, avant son départ à Arsenal, il était quand même à 7 buts en 16 matchs. Donc, il était parti plutôt sur les bases d'une très grosse saison, de quasiment doubler son total. Mais c'est pas un joueur qui marque énormément. C'est un joueur qui participe beaucoup dans la construction du jeu. Donc, tu le retrouves pas toujours à la finition. Et jusqu'à cette saison, c'était Neil Maupay qui était devant, qui finissait pas les actions non plus. Donc, je pense qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu... C'est un joueur que j'adore, Neil Maupay. En plus, c'est un mec qui est vraiment très intéressant, très humble, très travailleur, etc. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été assez efficace devant le but. Donc je pense que ça a aussi un peu fait baisser les stats globalement de Trossard. Mais il a toujours été quasiment au même niveau statistique, hormis cette saison où il a surperformé avec notamment un triplé à Liverpool pour le premier match de Zerbi. Donc non, c'est un joueur qui, je crois pas que ce soit vraiment en termes statistiques qu'il a évolué, mais c'est plutôt dans la compréhension du jeu et évidemment l'adaptation à la première ligue où tout va plus vite, tout est plus fort, les contacts sont évidemment plus rugueux et tu vois son adaptation. Après, le jeu de Potter est un jeu qui ne cherchait pas non plus le contact, mais c'était un jeu de mouvement. Donc les joueurs, tu vois, petits gabarits comme Trossard, dans ce système-là peuvent fonctionner. Trossard, tu le mets à Burnley, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, dans le style de jeu de Brighton et aujourd'hui dans le style de jeu d'Arteta, mais on en parlera peut-être un peu après, Ouais, c'est c'est ça. un joueur qui trouve tout à fait sa place. Ouais, non, mais toujours dans ce côté où tu m'expliques qu'il a pas beaucoup marqué, c'était quoi son poste au départ à Brighton? Parce que je sais que cette saison, il était attaquant, mais au départ, il n'était pas, il jouait quoi sur l'aile gauche, c'est ça? Tu sais que le Brighton de Graham Potter, il utilise à peu près 13 à 15 systèmes différents. Donc, tu vois, les postes des uns et des autres, c'est compliqué, hein. Par exemple, tu as un autre exemple pour parler d'un autre joueur, mais un joueur comme Jakub Moder, qui est plutôt un milieu box-to-box de formation. Il a joué 6, il a joué 8, il a joué 10, il a joué arrière droit, enfin latéral offensif. Il a joué en 9,5. Enfin, sous Potter, les postes n'existent plus vraiment, hein. C'est un football extrêmement fluide, donc les postes sont difficiles à définir, mais pour essayer quand même de répondre à ta question, Trossard est un joueur qui a joué cette saison un peu plus sur le poste de 9, 9,5, ou faux 9 plutôt, qui a joué beaucoup à gauche. Après, Potter est un entraîneur qui jouait pas en 4-3-3, donc pas avec des ailiers faux pieds comme peut le faire 4-2-3-1 ou 4-3-3 comme peut le faire Arteta. Donc, c'est un joueur qui a évolué soit ailier gauche, soit sa position préférentielle, et il l'a dit dans l'interview qu'il a donnée sur le site du club, sa position préférentielle à lui, c'est 9,5. C'est-à-dire vraiment tourner autour de l'attaquant.
C'est pas forcément le poste qu'il a occupé le plus à Brighton, puisque Brighton ne joue qu'avec un seul attaquant, donc il y a personne autour de qui tourner. Donc c'est quelqu'un qui venait plutôt de l'aile gauche, soit très éloigné, soit un peu plus près. Enfin voilà, les systèmes tactiques de Potter étaient assez complexes, mais c'est plutôt là que se situait sa zone, on va dire dans le demi-espace côté gauche, on va dire. La question que je me suis posée, parce que moi, je t'avoue, moi, j'aime les joueurs de caractère, mais il y a caractère et caractère. On a eu l'exemple Gendouzi où ça s'est mal passé, manque de respect au coach. Ouais. Et j'ai vu l'histoire où ça s'est mal passé avec De Zerbi et Brighton ça m'a donné l'impression qu'il s'en est débarrassé. Comment son départ a été vécu et comment ça s'est passé avec De Zerbi? Alors c'est bizarre, tu vois, parce que j'ai fait un podcast avec Adrien Mathieu sur le Formation Football Club où j'expliquais en gros dans le podcast qu'il n'y avait jamais de problème avec les remplaçants, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre au club. Évidemment, le lendemain, tu as le truc Trossard qui sort. Donc bon, je suis passé pour un con, mais on va dire que c'est plutôt exceptionnel dans ce club. Je sais pas si on aura un jour le fin mot de l'histoire. Même les journalistes spécialistes de Brighton en Angleterre ont pas tranché le truc. En gros, ce que Deserbi reproche à Trossard, c'est d'avoir quitté l'entraînement sans rien dire. Et Trossard, lui, alors je crois qu'il y a un coéquipier qui l'aurait blessé. En gros, il n'était pas bien et il est parti. Et de là est née, à mon sens, plutôt une incompréhension que une incartade ou une saute d'humeur ou je sais pas quoi, appelle ça comme tu veux, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un énorme manque de respect comme Guendouzi d'ailleurs, tu vois, l'avait fait contre Brighton, ou Aubameyang ou ce genre de choses. Donc c'est pour moi pas un joueur caractériel. Après, évidemment, je te connais mieux toi que je le connais lui, et on se connaît depuis une demi-heure. Donc, je peux pas dire qui il est dans l'intimité, mais en tout cas, sur les 3 ans et demi ou 4 ans qu'il a fait à Brighton, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Je sais aussi que ça faisait depuis cet été qu'il avait plutôt la tête ailleurs. Et voilà, pour lui, c'était le moment à 28 ans de passer à autre chose. A priori, il est parti à la Coupe du Monde en se disant j'aimerais bien partir cet hiver. Il est peut-être revenu un peu en traînant les pieds. Et je pense que, en tout cas, c'est mon analyse personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que son agent en a profité pour monter un peu le truc en épingle et se dire, OK, on va utiliser cette histoire-là, on va t'opposer complètement à la version de ce que dit De Zerbi pour créer un clash qui, à mon sens, n'existe pas vraiment et forcer au départ. Et Brighton n'étant pas un club qui retient les gens, Graham Potter, Dan Ashworth, l'ancien directeur technique, tous les gens qui veulent partir, la porte est grande ouverte. Ils ne forcent personne à rester. En plus, ils n'ont pas besoin de fric, donc ils vendent au prix qu'ils ont envie de vendre. Graham Potter est quand même parti pour 20 millions d'euros. Hein. C'est après Nagelsmann l'entraîneur le plus cher au monde. Tu vois, donc Trossard, il lui restait 1 an et demi de contrat. Ils l'ont quand même vendu 30 millions. Donc c'est quand même une belle vente aussi pour Brighton. Mais je pense plutôt que le joueur a été manipulé par son agent. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est plutôt ce que je ressens moi. Non, mais tu parles du départ de Potter. Franchement, moi, je regarde beaucoup de matchs de Première Ligue. Pas tous les autres championnats, mais la Première Ligue, oui. Je suis fan d'Arsenal, donc je regarde beaucoup les concurrents. Et le truc, c'est que franchement, Brighton est tellement beau à voir jouer. Le but de Ah, Mitoma ce week-end était exceptionnel, mais ah. franchement, c'est une équipe qui est très, très, très belle à voir jouer. Ouais. Moi, j'ai même pas l'impression que Potter est parti. Moi, je me suis dit, ah, Brighton, ils ont perdu Potter, ça va être grave. Mais après, c'est vrai que suite au podcast que tu as fait avec Adrien Mathieu, j'ai mieux compris le système Brighton et pourquoi aussi le propriétaire, quel logiciel qu'il a créé, comment il fonctionne dans ses recrutements, comment il pense déjà à long terme. Parce que là, Trossard est parti, Mitoma, comme par hasard, t'as l'impression qu'il sort du chapeau comme ça et il Ouais. arrive à step up, quoi. Et De Zerbi fait un travail formidable là-bas, quoi. Euh, Ouais. Comme tu dis, ils ont fait en sorte qu'ils puissent partir. Comment tu vois, toi, le côté transfert à Arsenal? Est-ce que pour toi, Arsenal, c'est le club qui le convient?
je sais pas si c'est le club qui lui convenait, mais en tout cas, ça lui convient. Alors, moi, ça me fait en plus doublement plaisir que tu m'invites parce que moi, je suis à la base fan d'Arsenal depuis la fin des années 90 et depuis 4-5 ans, très, très suiveur, même devenu fan aussi de Brighton. Donc, j'ai un peu deux clubs, ce qui est très courant en Angleterre, hein. Ne me prenez pas pour un footix, j'ai que deux clubs, mais voilà, j'en ai deux. Non, moi je suis trop content parce que, évidemment, tu l'as dit, Brighton est un club qui joue très bien, mais surtout, il y a des joueurs dans l'effectif de Brighton qui, à mon avis, ne correspondraient pas à ce que voudrait faire Arteta. Il y a des joueurs qui correspondent. Ben White, il y a 1 an et demi, enfin l'été, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, j'ai écrit sur Twitter, Mikel Arteta recrute Ben White. Le gars est fait pour jouer dans le système d'Arteta. Alors, j'avais pas prévu qu'il allait finir arrière droit. Je pense que personne à part Arteta avait prévu ça. Mais en tout cas, c'est un joueur qui était fait pour jouer sous Arteta. Et je pense que c'est exactement la même chose pour Leandro Trossard. Comme Attends, je te coupe 2 secondes. Moi, je pense que personne n'avait prévu ça, mais je pense que ce qui a prévu ça, c'est Saliba. S'il n'y aurait pas eu Saliba, il n'aurait jamais été à droite. Mais Saliba fait que, ben, Ah bah il a crevé l'écran tout de suite, donc ouais, t'as raison. Après, et tu peux pas le mettre. C'est soit tu joues à 3 parce que dans Arsenal Fresh Cup, on a beaucoup parlé de ça avant que Saliba vienne. Moi, je me suis dit, c'est soit il va jouer à 3 mais les 3 seront obligés de jouer. Parce que ben, ouais. Gabriel, il fait un travail. Gabriel, c'est Gabriel. Et comment ça s'appelle? Ben White, il a fait une saison solide sans Saliba. Et Saliba, il était monstrueux à l'OM et il devient en plus en équipe de France. Donc, il aurait obligé en fait, ça serait obligé de trouver une solution pour eux, quoi. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'ils vont jouer à 3 et finalement, pas du tout. Et il est à droite et il est très, très, très bon. Donc, Ouais, et alors, moi, de base, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, j'ai lu des choses qui vont pas tout à fait dans ce sens-là. Apparemment, c'était quand même prévu par Arteta, de le décaler à droite quand même tout de suite très tôt. Alors, je me souviens plus des matchs de pré-saison, surtout que je les ai pas tous vus. Mais il me semble que Ben White jouait déjà à droite. Mais à vérifier, je dis peut-être une ânerie. Mais quand, en tout cas, quand, quand Saliba était là. oui, mais parce que Oui, oui, Saliba, en oui. fait, Saliba, il l'a intégré parce que je pense que Arteta a vite cru en lui et il s'est dit, OK, qu'est-ce que je fais de Ben White? Et qu'est-ce que je fais de Saliba? Je pense qu'il avait envie de mettre aucun des deux sur le banc et Ben White étant extrêmement doué techniquement, même s'il regarde pas de foot, je sais pas comment le mec il fait, c'est vraiment un génie pour ça, parce que Ben White ne regarde pas de foot, donc je sais pas d'où il invente ce qu'il fait, mais en tout cas, il le fait. Mais je pense que ça devait germer aussi un petit peu dans son idée, ou alors de faire un peu à la Pep, tu vois, des défenseurs, des latéraux qui rentrent dans le cœur du jeu, là où Ben White étant grand, rapide et technique, demain Ben White, tu le mets au milieu de terrain. D'ailleurs, Potter l'avait essayé en milieu défensif. Il avait joué qu'un ou deux matchs, donc il n'y a pas assez l'échantillon est trop faible pour juger, mais en tout cas, tu vois, je pense que Arteta a ça aussi dans son esprit. Demain on a Partey, Lokonga et El Neni blessés. Euh, c'est Ben White qui jouera au milieu, c'était une certitude. Parce Ah, que moi, pour je moi, pense il a que les qualités de le faire. Zinchenko. Moi, je pense Zinchenko avant. Zinchenko peut-être, mais à un moment donné, et on l'a vu avec Thomas Partey, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur aussi physique et technique d'ailleurs, mais un joueur physique. Le dernier, je sais pas trop à quand ça remonte, j'ai plus tout en tête, mais est-ce que c'est pas Abou Diaby, le dernier un peu phénomène physique qu'on a eu au milieu de terrain? J'aimais bien Song, mais c'était pas le même, c'était pas tout à fait le même jeu. Donc, Non. euh, bref, je sais plus où ça nous a mené toute cette discussion autour de Ben White, mais oui, des joueurs adaptés. Est-ce que Trossard est adapté à Arsenal? Et carrément, carrément. Alors Moudryk, ça a l'air d'être un joueur incroyable. Moi, j'ai vu son match contre Liverpool, qui était d'ailleurs un bon match de merde. Mais Moudryk, tu sens dans les prises de balles, tu sens dans les dribbles et tout, à voir sur la durée, mais tu sens que c'est un joueur un peu différent. Mais pour moi, il n'y avait pas du tout d'intérêt à faire signer Moudryk parce que le poste est déjà verrouillé et par Martinelli à long terme et par Emile Smith-Rowe qui peut rentrer, qui peut jouer à ce poste-là. Et en plus, Arsenal fabrique énormément de joueurs offensifs. Plus de joueurs offensifs que de joueurs défensifs. Donc ça veut dire que potentiellement demain, s'il y a un phénomène qui sort, s'il n'est pas déjà sorti, tu vas bloquer cette place-là. Et en plus, 100 millions, c'était trop cher. Donc moi, quand le club s'est rabattu, entre guillemets, sur Leandro Trossard, j'étais refait, parce que moi, Leandro Trossard, déjà, je le regarde tous les week-ends, donc je sais quel joueur il est.
mais surtout, il est extrêmement Arteta compatible. Et on l'a vu dans l'entrée, il a fait. Moi, j'aurais voulu qu'il rentre à la 60e parce que Gabi n'était pas dans son match Non, mais contre après, ça, c'est, Manchester. alors, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est le sujet Arteta et les Ça, changements. On va pas entrer dans faut pas ça parce rentrer que, dedans, hein. non, 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 Mais non, non, si non. tu veux, il aurait pu rentrer avant. En tout cas, quand il est rentré sur un échantillon de 10-15 minutes, c'est ouf ce qu'il a fait. Mais le but C'est vient ouf. de Il est lui. à l'avant-dernière passe. Il est à l'avant-dernière Le passe. but vient de lui. C'est ça. C'est sur une accélération. En fin de match, il leur a fait la misère. Les deux, là, avec Nketiah, ils ont gardé la balle devant. Ils les ont rendus ouf. Donc, je pense que rien que sur cet échantillon-là, et les gens sur Twitter, à mon avis, ne se sont pas trompés. Ils étaient vachement enthousiastes. Tu verras que c'est un joueur qui va carrément répondre à ce que Arteta veut. Et dans un tweet que j'avais mis, je sais plus à qui je répondais, pour moi, ça va être un peu. Je compare pas du tout les joueurs, je compare juste dans les grandes lignes. Ça va être un peu le Jota, tu vois, Jota de Liverpool. Trossard va être un peu ce genre là, c'est-à-dire il va pouvoir dépanner sur les trois postes offensifs. C'est un joueur qui peut jouer devant. Il a une très bonne finition, il joue des deux pieds, il marque quand même des buts. Il a marqué 7-8 buts par saison sans jouer attaquant. Donc c'est un joueur qui est fort devant le but. C'est un joueur qui est ambidextre, donc il va pouvoir rentrer sur son pied droit ou rentrer sur son pied gauche. Donc je pense que c'est vraiment le joueur dont Arsenal avait besoin. Et je ne pensais pas que Arsenal pourrait avoir accès à ce joueur sans cette petite brouille qui a fait que bah, du coup Brighton était vendeur. Le club s'est mis derrière son coach. De Zerbi a dit, alors il avait dit qu'il était prêt à faire la paix si le joueur s'excusait, mais je pense que le truc était déjà, le divorce était consommé et donc voilà. Je pense que c'est une incroyable opportunité pour Arsenal d'obtenir ce joueur au mercato d'hiver dans une saison où on voyait bien qu'il n'y avait pas de banc. Faut appeler les choses, faut appeler les choses comme elles sont. Aujourd'hui, Marquinhos était sur le banc, il joue jamais, mais parce qu'il faut faire le nombre. Fabio Vieira joue pas beaucoup parce que pour l'instant il a pas été convaincant. Maintenant, patience parce que c'est celui-là quand il va être bon, ça va être une tannée. Mais je pense qu'il fallait aussi un peu d'expérience devant et il fallait un mec qui arrive à rentrer sur 20-30 minutes, un puncher ou un mec que tu peux mettre titulaire si ton titulaire est blessé genre comme Trossard, mais c'est exactement le joueur dont Arsenal avait besoin. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi sur Fabio Vieira. Fabio Vieira, Vas-y, pour vas-y. moi, au contraire, il a été convaincant. Il a joué des matchs où il a marqué. Et, après, je pense que Arteta le trouve trop frêle. Et d'ailleurs, il en a parlé la dernière fois. Il Ouais. nous expliquait que il a un meilleur gabarit. Après, on sait que Arteta aussi, il a ce truc où c'est sans doute aussi sa manière d'adapter les gens. Klopp aussi faisait beaucoup ça au départ. C'est ce côté où ils achètent un joueur, mais t'es pas tout de suite intégré. Ça prend énormément de temps à rentrer, mais par contre, quand tu es dans l'équipe, tu es dans l'équipe, ça c'est sûr. Donc moi, je pense que Fabio Vieira va être un très très bon joueur. Et au-delà de T'as ça, noté moi, que c'est ce que j'ai dit aussi, hein. J'ai ah pas oui, dit qu'il oui, était pas totalement, bon. J'ai totalement. dit que Ah pour non, l'instant, totalement. il fallait Non, attendre. j'ai Ouais. dit que moi, je le trouve quand même convaincant sur certaines prises de balles. Après, le Oui, problème, bien c'est que, sûr. faut pas se mentir, Odegaard, il joue un niveau actuellement sur certains matchs. La deuxième mi-temps contre United, c'est extraordinaire parce que c'est pas que des belles passes, c'est aussi beaucoup de défense. Souvent, c'est celui qui court le plus sur le terrain. C'est exceptionnel, Odegaard, de ce qu'il fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que même, rapidement, petit aparté, je n'aime pas critiquer et Sambi, je suis même déçu de lui, mais à la fois, je peux pas trop l'en vouloir. Quand Partey il sort et tu dois remplacer Thomas Partey, vu le niveau de Partey depuis la saison dernière, le match de City qu'il a joué le 1er janvier, Partey est exceptionnel. Il fait partie du Mm. top 1% des milieux. Donc quand tu arrives derrière, bon ben, tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc voilà. Et pour finir, je suis assez d'accord avec toi que moi, trop ça, je vois ça comme un très bon transfert. Je suis super content. Et je suis super content que Modric ça a été capoté. Pourquoi? Parce que il y a un truc que tu Mm. as dit, c'est totalement ça. Ça veut dire que il y aurait eu trop de postes et les gens, ils oublient quelque chose. Bah, le goût, il est là. Bah, le goût, il arrive. Et que quand tu commences à prendre, parce qu'on te dit, et Miss Misro peut jouer 9 et demi. Oui, mais Mm. Gabriel Jesus, il va revenir. Non, mais Smith Rowe, je pense qu'il peut le jouer parce que c'est un joueur très intelligent
Et c'est un joueur qui aime aller vers l'avant. Donc, je pense qu'il peut jouer 9,5. Mais je pense aussi que si Moudryk vient, ben, les gars, ouais, mais Balogun, qu'est-ce qu'on fait de tous ces joueurs-là? Parce que Balogun, il n'est pas mauvais. Tu vois, Balogun, il n'est pas mauvais. Avec la saison que Nketiah est en train de faire, Nketiah, tu vois, il voudra pas tout le temps rester derrière. Et Jésus, mais il est là pour avoir un statut. Il est jeune. Donc, toute l'attaque d'Arsenal est hyper jeune. Et moi, je suis d'accord avec toi que derrière, il y a encore d'autres joueurs qui ont envie d'éclater et qui peuvent éclater Arsenal. Parce que l'académie, il y a Mika Bierret qu'on a acheté, je crois, il y a 1 ou 2 ans, qui était la pépite de Fulham. Mais tous ces gars-là, faudra au moins les intégrer. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Donc oui, je suis d'accord avec toi que moi, je préfère un Trossard qui a 28 ans. Et en plus, le côté bébé, c'est sympa, mais frère, au moins, faut mettre un peu d'expérience, tu vois, un peu de truc. Et on l'a vu avec Zichenko à la fin de United, qui explique que quand il a dit aux gars, les gars, on peut être champion, les gars, ils rigolaient, quoi. Donc, on voit que, mais ils rigolaient, pas en mode, on peut pas le faire, mais plutôt en mode, il est fou, mais il est fou parce que ça manque d'expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de Trossard, bien sûr. Moi, je préfère ça, en tout cas. Ah, mais clairement, et Moudryk, tu fais pas venir un joueur à 100 millions d'euros pour le mettre sur le banc. Pas possible. Totalement. Personne va Totalement. comprendre, il va avoir trop de pression, etc. Là, Trossard, c'est différent. Trossard, c'est un mec qui vient d'un club, d'un niveau, en tout cas d'un statut inférieur. Donc le mec, pour lui, c'est une progression. Donc il n'arrive pas en disant, soit je coûte trop cher, il a coûté 30 millions, soit je suis une star. Mec, pour l'instant, c'est ton premier gros club. Donc il peut être titulaire, et quand il sera titulaire, il sera bon. Mais il arrive plutôt pour être remplaçant. Moudryk ne serait pas arrivé pour être remplaçant. Donc, qu'est-ce que tu fais de Martinelli? Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu as raison aussi de parler de Balogun. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et c'est pour ça que je pense que c'est plein de petites choses qui font que ce transfert-là, en tout cas que Leandro Trossard, est peut-être le meilleur choix qui s'offrait à Arsenal sur cette fenêtre. C'est l'agent de Trossard qui a proposé le joueur à Arsenal, à d'autres clubs aussi, mais je pense que Edu, le mec, il s'est dit, mais attends, cette opportunité-là, on le fait tout de suite. Et en 24 heures, le truc était torché, quoi. Et Et je pense il que ça connaît va la être, première ligue, surtout. mais bien sûr, je pense que ça va être un des meilleurs transferts. Alors, quand je dis un des meilleurs transferts, ça ne veut pas dire qu'il va mettre 30 buts par saison. Je pense qu'en fait, on ne va même plus se souvenir dans un mois qu'il est arrivé il y a un mois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense que ça va rouler. Et faisons confiance, autant sur Moudryk que pas trop, mais faisons confiance quand même à Arteta et Edu. Tous les derniers achats, regarde, Tomiyasu. Moi, je connaissais un peu parce que je regarde un peu la Serie A, tu vois, mais je pense qu'en Angleterre, personne ne le connaissait. Enfin, le mec, il arrive, c'est un monstre. C'est un monstre défensif. Moi, je me souviens du match qu'il avait fait contre Liverpool, le match qu'il a fait la deuxième mi-temps contre Manchester. Les mecs qui savent ce qu'ils font quand même. Et Jakub Kivior, on verra aussi ce que ça donne. En tout cas, en Italie, tous les gros étaient dessus. Donc, on verra ce que ça va donner en première ligue. Mais tu vois, Mais même je Ramsdale, préfère tu as qu'on parlé achète de des joueurs Tomiyasu, qui, Ramsdale, c'est pareil. je préfère, exactement. Je préfère qu'on achète des joueurs qui vont rentrer dans un collectif plutôt que des noms. Et à mon sens, c'est la connerie que Chelsea est en train de faire. Mais Chelsea, c'est leur ADN. Chelsea, s'ils achètent pas 10 joueurs par mercato, les mecs, ils convulsent. Bon, je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense que ce que la stratégie d'Edu, déjà pour nettoyer le club, c'est une masterclass. Mais dans la reconstruction qu'ils sont en train de faire technique, c'est fort. Et si tu regardes, tous les joueurs qu'on prend, ils peuvent jouer plusieurs postes. Et ça vaut de l'or. Trossard, il peut jouer 3 postes devant. Jakub Kivior, qu'on est en train de faire venir, il peut jouer défense, milieu, arrière gauche. Tomiyasu, il peut jouer les 3 postes en défense. Tu vois ce que je veux dire? Gabi Jesus, tu peux le mettre sur un côté gauche, côté droit. Ça vaut de l'or. Et c'est comme ça que tu construis une équipe qui gagne. C'est parce que tu as des mecs qui sont interchangeables, qui connaissent tous les postes et qui Je peuvent crois que le prendre. Tu vois ce seul, que je veux dire? je crois que le seul qui peut pas bouger, malheureusement, c'est Odegaard. Odegaard, sur un côté, j'y crois pas. Et, truc. Mais je suis totalement d'accord avec toi Pas dans besoin de le l'ensemble faire de ce que bouger, tu dis. Odegaard. C'est totalement ça. Parce que Saka, faut oublier qu'il a commencé arrière gauche. Et c'est Arrière pour ça gauche. Ouais. c'est pour ça qu'il est bon dans la défense et la manière dont il attaque et dans la manière dont il fait les choses. Non, franchement, je suis totalement d'accord. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton analyse. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur autre ça? Non, non, bah, je crois que les fans d'Arsenal lui ont fait un bon accueil.
Euh, je pense que ceux qui regardent la première ligue, un petit peu Brighton, en tout cas sur les matchs où Brighton a joué contre Arsenal, les gens ont bien vu quel est le talent de Leandro Trossard. Donc voilà, techniquement, je pense il y aura aucun problème. Je pense que ça va être un joueur dans la course au titre. Moi, la course au titre, j'en parle depuis le mois d'août. Je suis un peu comme Zinchenko, moi j'y croyais. Je pense que ça va être un joueur qui va être très important dans la course au titre. Pas, encore une fois, pas en termes de but, de passe, etc., mais dans ce qu'il va pouvoir apporter, dans le soulagement qu'on va avoir aujourd'hui dans les solutions sur le banc. Moi, quand je voyais Marquinhos sur le banc tous les matchs, le mec, il est sûrement très bon, mais putain, tu peux pas être remplaçant dans une équipe qui joue le titre sur ta première saison en première ligue à 18 ou 19 ans. Donc, l'arrivée de Trossard, moi, me soulage énormément. Je suis totalement d'accord. Je vais finir sur Marquinhos. Moi, je suis d'accord. Toi, tu vois, Marquinhos, je trouve moins convaincant que Fabio Vieira, mais c'est pas le même âge, plus jeune. Donc, c'est aussi normal. Et, Ouais. mais Marquinhos, je pense qu'on aurait dû le prêter à Southampton et on l'a pas fait. Bon, Mais parce qu'il y avait Arteta, personne. ouais, mais non. Enfin, moi, j'aurais prêté. Parce que, non, j'aurais prêté parce que pour moi, même l'année prochaine, il sera pas prêt. Tu vois, même l'année prochaine, pour moi, Mais l'année prochaine, il il sera risque pas d'être prêt. prêté, du coup. Tu vois? L'année Ouais, ouais, prochaine, mais il c'est sera ça le prêté. problème, c'est que pour moi, c'est là où on a perdu un an. Pour moi, il aurait été prêté peut-être 2 ans. Là, il serait bien. Parce que les Ouais. gens, ils oublient. On a souvent la mémoire courte. Smith Rowe a été prêté. Smith Rowe a été Ouais. prêté. Smith Rowe Deux n'a pas fois, ouais. explosé à Arsenal, bien sûr. Donc, Smith Rowe a été prêté, donc c'est pas grave d'être prêté. Saliba a été prêté. Saliba revient de prêt. Donc, faut comprendre que parfois, ben, c'est compliqué. Des Saka, il y en a pas tout, il y en a pas tout le temps, les gars. Ah Donc, ben, c'est voilà. Et clair. même le plus gros talent, apparemment, entre guillemets, d'Arsenal, Charlie Patino, Il est a été prêté. prêté, il est prêté actuellement, tu vois. Donc, il y a que Wilshere qui est arrivé, 16 ans. Bon, on joue contre Barcelone. Je suis très bon et je fais ce que j'ai à faire. Donc, voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce podcast de Arsenal French Club. Je vous conseille d'aller suivre Clean Sheet et même le Twitter. On le mettra dans les, dans la, dans la présentation du podcast. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, écoute, que Arsenal déjà aille au bout, que Arsenal gagne le titre, ça c'est clair, et que Brighton soit européen, et la saison sera belle pour moi. Bon, ben, Et pour toi aussi. ouais, non, mais totalement, totalement. Je n'ai pas vu de suite depuis 2003. Eh oui. Ouais, on est vieux. Totalement, mais bon, je dis pas ça trop fort. Allez, prenez soin de vous et merci à vous d'avoir écouté ce podcast.